Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Novembre. Mercredi 12 novembre 2008. L'attente. Ça y est. Je me retrouve dans une chambre d'hôpital. Autour de moi la souffrance, la peur. Je n'en reviens pas d'être là. Quelque chose en moi se dit que c'est une erreur, je ne devrais pas être là. Ma place est ailleurs, chez moi près de mes enfants avec mon mari. J'ai le sentiment d'avoir tant de choses à faire. Et si cette opération suffisait? Elle n'est que le début. Je vais endurer la douleur, le réveil difficile, la cicatrice, l'impossibilité de se lever. Cette impression d'être diminuée, parce qu'assujettie au médical. À côté de moi une patiente dort. Son opération est passée. Elle ronfle, sa famille est partie. Enfin. Je suis là, à côté et j'ai envie de pleurer. Je voudrais être ailleurs, repartir en arrière ou modifier ce présent que je suis obligée d'accepter. Une opération douloureuse, un cancer et les traitements qui vont suivre. Je me sens perdue. Je ne vois pas le sens de tout cela. À part l'écriture qui enfle comme un besoin impérieux. L'envie de me poser, d'avoir du temps pour moi, de pouvoir aller puiser en moi-même ce que je sens au fond de moi et le poser sur le papier. Pourquoi un nouveau cancer? J'ai l'impression que la peur se réinsinue en moi. Peur de l'avenir, peur de la vie. Et je ne le veux pas. Il est temps que je sache ce que je veux, mais pourquoi en passer par là? Pourquoi cette souffrance du corps, cette intrusion, cette mutilation? Ce n'est pas ce que l'on va enlever qui fait écho en moi, mais le fait que l'on m'ouvre une nouvelle fois pour enlever et poser certaines choses. Je voudrais savoir, me sentir bien, lâcher la peur et vivre heureuse sans ne plus jamais être malade. Bien sûr, la réalité n'est pas à la hauteur de mes désirs. Je n'ai qu'à attendre. Il fait nuit et l'angoisse monte peu à peu. Celle de l'opération et celle de l'avenir. Et après? Demain est un inconnu. J'espère y être toujours moi. En encore meilleur qu'aujourd'hui. J'ai peur de ne pas réussir à dormir. Ma voisine ronfle et le liquide coule dans sa perfusion. Un bruit d'eau ininterrompu qui ne m'aide pas à me détendre. Tout est fait, la douche, l'épilation, le lavement. Je me demande ce qui va suivre. Ce n'est qu'un début. Une préparation banale à une opération routinière. Ce qui la rend unique pour moi, c'est qu'elle m'arrive à moi, ce qui la rend à la fois plus réelle et irréelle. Je ne peux qu'attendre et espérer. Je n'espère pas contrôler ma douleur. J'aimerais que l'esprit soit fort et qu'il suffise. J'aimerais ne pas avoir de cancer, ne pas avoir besoin de cette opération. J'aimerais que tout aille bien, mais ce n'est pas le cas. Il faut accepter. Laisser venir à soi les traitements et se battre pour guérir. Être là et être soi. Tout simplement. Vivement demain. Je suis heureuse de vivre. De pouvoir vivre. Soigner mon corps et mon esprit, mon cœur, mon âme. Ce qui souffre en moi et que je ne soupçonnais même pas. Je veux que l'opération passe pour continuer à écrire. Pour faire sortir une bonne fois ce qui était resté coincé. Pour continuer à grandir, à apprendre à vivre. L'attente est longue. La peur monte vite. Bientôt demain sera là. Jeudi 13 novembre 2008. Opération, ablation de la tumeur, curage, pose d'impact, ablation des ovaires. Durée 4h30. Endormissement nickel. L'équipe est là, le chirurgien est super. Je me raccroche à ça. Réveil difficile. J'émerge et je replonge. Une horloge au mur indique l'heure. Bientôt 16h. Je pense à mon mari et mes enfants. Dans un demi-sommeil, je demande à quelqu'un de prévenir mon mari que tout va bien mais que ce n'est pas la peine qu'il m'attende. Je ne retournerai pas dans ma chambre tout de suite. Il peut aller chercher les enfants à l'école et revenir demain. L'essentiel est là. Je me suis réveillée, l'opération s'est bien passée et je pense à ma famille. Maxime, Robin, Alix, ce sont eux qui comptent pour moi avant tout. Vendredi 14 novembre 2008. Aïe. Tout fait mal. En haut, en bas, partout. La malade à l'hôpital dans toute sa splendeur. Perfusion dans la main reliée à des tuyaux et des machines, poche à urine, redon, pansement en bas et en haut, à gauche et à droite. Je peux très peu bouger.
J'attends que le temps passe. Je n'arrive pas à penser aussi peu, la douleur semble inhiber ma pensée. Le personnel hospitalier vient régulièrement pour surveiller mon état. Tout est normal. J'ai mal partout, aux cicatrices, au dos, aux jambes, à la main gauche perfusée, je suis à jeun depuis mercredi soir. Je ne peux pas bouger du lit, pas marcher, pas écrire, pas manger, mais tout va bien. Bilan post-opératoire, ras. Je me remets doucement, tout simplement. Premier contact avec la voisine, elle est charmante. On se parle peu, mais les rapports sont bons, ni trop indifférents ni trop intrusifs. Juste à la bonne distance. Avec un avantage. Elle a été opérée un jour avant moi, elle a donc un jour d'avance sur moi. Je la regarde et je sais à quoi m'attendre. Demain je tiendrai debout, demain je pourrai manger, demain est plein d'espoir. Une dame d'une association passe me voir. Elle a appris qu'une patiente a un cancer, et elle vient en visite à l'hôpital. Ça me permet de raconter mon histoire. Non, ce n'est pas mon premier cancer, c'est le deuxième du sein et dans la foulée l'ablation des ovaires pour éviter de développer un cancer des ovaires. Ça me donne une impression de malchance inimaginable. Je me sens écrasée par le cancer, réduite à une immense peur. Voir tous ces gens qui vont bien me pèse. C'est d'autant plus fort pour moi quand la douleur physique est là. Mes enfants viennent. Je les aime. Samedi 15 novembre 2008. J'ai toujours la perfusion dans la main qui m'empêche de faire. Je ne peux pas écrire. Les mots tournent dans ma tête, je les assemble en espérant m'en souvenir quand ma main refonctionnera. Plein de visites, mon père, Christian, Aude, Vivien, Eva, Bérénice, Maxime, Alix, Inès. Je ne me sens pas seule, mais j'ai toujours mal. J'ai le droit de manger ce soir. C'est la meilleure nouvelle de la journée. Je n'ai pas mangé depuis mercredi soir. Il est temps. Ah. Ma main gauche est indisponible. Je ne sais pas faire grand-chose de la main droite. J'ai l'impression d'avoir 2 ans et de commencer à apprendre à manger. Je me sens rabaissée, infantilisée. Pour pouvoir remanger, il faut avoir des gaz. Qu'est-ce que j'étais impatiente. J'ai été dans la salle d'eau avec une aide-soignante. J'ai failli tourner de l'œil. Objectif, tenir debout. Dimanche 16 novembre 2008. Ça va mieux. L'infirmière vient m'enlever la perfusion et la sonde urinaire. Ma main gauche est ravie et moi aussi. Ça n'a vraiment aucune importance au vu de l'opération, et de tout ce qui m'attend encore, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien. La vie est pleine de petites victoires. Il faut le prendre comme ça. Être heureux de ce que l'on a, mais continuer toujours à en vouloir plus. Plus de sondes veut dire se lever pour aller aux toilettes. J'ai réussi mais doucement, très doucement. Nouvelle visite, Mélissa et Jocelyne, et plus tard Margot et Corentin. Ils m'ont trouvé en forme. Mélissa appréhendait un peu. Moi aussi je trouve que je vais plutôt bien. J'ai mal au ventre parce qu'on me l'a ouvert, ça me semble assez normal. J'aimerais bien que la douleur passe. Je trouve ma situation paradoxale. Ce qui me fait le plus souffrir et m'empêche de rentrer chez moi, c'est l'opération préventive. Très lourde mais quand même. Finalement, l'ablation de la tumeur et la pose du PAC fait beaucoup moins mal. J'aurais aimé que tout soit fini dans une semaine. Que la douleur soit oubliée et que je puisse passer à autre chose. En fait, ce n'est qu'un début. Un autre traitement commencera dès que je me serai remise. Un traitement préventif lui aussi. Drôle de prévention, chimiothérapie, radiothérapie. C'est lourd et je vais avoir besoin de toutes mes forces. Je veux que la médecine me soigne et que je guérisse. Voilà, tout simplement. J'ai peur de l'avenir, alors que ça m'était passé après le premier cancer. Je me sentais forte et sereine, et je pensais ne plus jamais me retrouver dans cette situation. En fait, on ne sait rien, on n'est sûr de rien. Tout ce que l'on peut faire, c'est vivre. Pour l'instant, j'ai peur. Peur d'une mauvaise nouvelle, peur des conséquences, peur de passer ma vie à avoir des cancers et peur de mourir bien sûr. La sérénité qui m'avait remplie après le premier cancer a un peu disparu. J'ai cru qu'elle avait disparu, mais non, je la ressens encore. Je crois que c'est dans l'action que je reprends vie et confiance. Ce qui est sûr, c'est que j'espère. Je suis un être d'espérance, comme tous les êtres humains en fait.
Lundi 17 novembre 2008. Je vais de mieux en mieux. J'ai droit à un vrai petit déjeuner. D'hôpital bien sûr, mais c'est un vrai bonheur pour moi. Je me lève, je marche, très doucement il est vrai et mon ventre tire. Le médecin vient de m'apprendre que mon utérus est toujours en place, et qu'il ne m'a enlevé que les ovaires. Ah bon? De toute façon j'ai mal. Départ de ma voisine. Elle était vraiment charmante. Depuis que je suis vraiment réveillée, consciente de ce qui se passe et nourrie. Donc hier une connivence s'est installée. Échange d'adresses et souhait de plein de bonnes choses mutuelles. Visite de Maxime. Je suis bien contente de le voir seul à seul. Bref, tout va bien. 16h, une nouvelle dame arrive dans la chambre. Plus de 60 ans, volubile, à l'aise, elle discute avec les infirmières, engage la conversation avec moi, installe toutes ses affaires pour prendre possession de son espace et faire sienne cette parenthèse hospitalière. 10 minutes de conversation plus tard, coïncidence. Nous habitons la même ville, quasiment côte à côte, la rue en bas de chez moi. Nous parlons de la ville, des gens, nous connaissons les mêmes. Elle a un petit-fils, il est dans la même école que mon fils aîné. Quelques questions plus tard, l'an dernier, ils étaient dans la même classe. Bref, la journée se passe. L'arrivée de cette voisine était une bonne surprise. Elle a eu un cancer en début d'année. Ça nous fait plein de points en commun tout ça. La conversation dure et c'est plutôt bien. Mardi 18 novembre 2008. Je sors de l'hôpital. Après une semaine de blouse et de pyjama, je me rhabille. Ça me fait une drôle d'impression de remettre un jean. Je me regarde et je me reconnais. Mon ventre tire mais je suis moi. Mes affaires sont prêtes. J'attends mon père pour partir. Je repars comme je suis venue. Quelque chose me semble irréel. Je dis au revoir au personnel hospitalier, et déjà tout est fini. La suite ne va pas tarder. Pour l'instant, je rentre chez moi. Mercredi 19 novembre 2008. Mon père passe à 9h chercher les enfants pour la journée. Je suis seule et tranquille. Ni triste ni gaie. Je regarde la télévision une bonne partie du temps, allongée pour atténuer la douleur toujours présente. Je pleure au moment triste ou émouvant, et je ris au moment gai. Quoi de plus normal en fait? Mes émotions correspondent à la réalité qui m'entoure. Je passe du temps au téléphone avec des amis. Je m'intéresse à ce qu'elles disent. Je parle de moi bien sûr, de ma situation qui préoccupe, moi et les autres, mais mon monde intérieur ne se réduit pas à cela. Je m'y intéresse tout comme je m'intéresse à tout ce qui m'entoure, tout ce qui m'entoure. Ce qui me pèse vraiment, c'est la douleur physique. J'attends qu'elle parte. Jeudi 20 novembre 2008. Aujourd'hui, retour à l'hôpital pour l'ablation des fils. Je croise Marie et son mari dans la salle d'attente. C'est une bonne surprise. D'autant plus qu'en attendant, je discute un peu avec son mari. Il me raconte sa vie. Ça me permet de me souvenir pourquoi je suis psy. Parce que les gens se sentent en confiance avec moi, et s'autorisent à parler, tout simplement. Je crois que c'est essentiel, et qu'il ne faut pas que je l'oublie. Ce n'est pas pour régler quelque chose avec ma mère, c'est parce que les gens me parlent, c'est tout. L'ablation des fils, ça fait mal. J'ai 5 nouvelles cicatrices, super. En même temps, elles ne me perturbent pas. Elles marquent mon corps mais elles sont discrètes, enfin elles devraient le devenir. Mélissa m'a accompagnée à l'hôpital avec Justine. Ça me touche beaucoup et je suis contente qu'elle soit là. Après l'hôpital, elles viennent à la maison et nous mangeons tous ensemble. Mélissa, Justine, Alix, Maxime et moi. Le repas est très sympa. Alix est là car c'est la grève. C'était une bonne journée, très sympathique. Le soir le téléphone sonne. C'est Jean, mon prof de yoga qui appelle pour signifier qu'il pense à moi. Très sympathique aussi. Il me souhaite bon courage. Je n'arrive pas à savoir si c'est de courage dont j'ai besoin, parce que je me sens vraiment bien. Bien sûr le traitement est dur et la mort une réalité, mais je suis en vie et en pleine forme pour l'instant et c'est ce qui m'importe. Je vis réellement chaque moment et je me sens heureuse. Vendredi 21 novembre 2008. La journée s'est passée bien tranquillement. Canapé, télé, repas, téléphone avec des collègues et petite sieste. Plusieurs personnes me demandent si ça va. Oui, ça va.
J'ai encore un peu mal au ventre mais ça passe. Je ne suis pas aussi dynamique que je le voudrais, je vais me coucher tôt. J'aimerais tenir un peu plus, mais je n'y arrive pas. Je vais dormir. Samedi 22 novembre 2008. Je continue à écrire au jour le jour ce qui m'arrive, et ce que je ressens. Aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage, 11 ans. Nous ne faisons rien de spécial, du champagne et beaucoup d'amour. C'est une belle journée. Bertrand et Christelle viennent nous voir avec Émilie. Bertrand va faire les courses avec Maxime. Il est vraiment temps qu'il ait son permis. On mange tous ensemble et c'est très sympa. Le docteur me téléphone pour m'informer que les résultats de mes analyses sont là. C'est le moins grave du grave. D'accord, j'ai un cancer du sein, mais pas de problème aux ganglions, la tumeur était petite et localisée et mes ovaires sont impecs. Bref, tout va bien. Je suis ravie des nouvelles. Fin de soirée avec Friends. Je ris de bon cœur. Dimanche 23 novembre 2008. La journée se passe. Je m'énerve un peu sur Robin pendant qu'il fait ses devoirs. Je supporte mal qu'on ne lui explique pas les choses pendant le temps de classe. Je n'ai aucune envie de me transformer en enseignante particulière. Bien sûr, je me rends compte que ça n'a pas beaucoup d'importance. Je devrais moins m'énerver. J'appelle Marina le soir. L'échange est agréable, elle me proposait des soutiens si j'en ai besoin. Je ne sais pas comment faire comprendre que je me sens très bien, et que j'espère que cela va durer. En fait, je me sens bien depuis mon premier cancer. Même si certains effets sont passés, ça a vraiment changé quelque chose dans ma façon d'appréhender la vie, et je vais réellement bien. Est-ce la peine que je cherche à expliquer, à justifier ? Cela donne peut-être l'impression que je suis trop sûre de moi, et que je n'ai besoin de personne. En même temps, je suis touchée et j'accueille ce que les gens disent. Je préfère juste les appeler pour partager des bons moments avec eux. En fait, pour l'instant, j'ai le sentiment d'aller tout le temps bien. Tant mieux, non ? Lundi 24 novembre 2008. J'écris juste avant de me coucher, d'ailleurs je suis déjà au lit. Ce n'est pas le meilleur moment. Je suis fatiguée, et j'ai la désagréable sensation de n'avoir rien fait de productif de la journée. Si, je suis sortie pour aller chercher Alix à l'école et j'ai conduit ma voiture. Je ne suis pas super à l'aise, mais ça a été à peu près. Je n'en pouvais plus de ne pas sortir de chez moi. J'apprécie de retrouver une certaine mobilité. J'ai encore un peu mal au ventre et sous le bras droit. Là où les ganglions ont été prélevés, ça fait vraiment mal et mon bras a très peu de mobilité. Mardi 25 novembre 2008. Rendez-vous à l'hôpital. J'attends un certain temps dans la salle d'attente. À côté de moi se trouvent 2 enseignantes de ma ville. Je leur parlerai bien, mais ce n'est pas le moment. Tout ce qui touche l'école ou l'éducation m'intéresse. Je me sens un peu vide du fait de ne pas travailler. Comme si toute mon énergie était gâchée. En même temps, je me dis que c'est l'occasion de développer autre chose d'une autre manière. Le rendez-vous se passe très bien. Il ne me dit rien de plus que samedi. L'examen est bon. Tout ce que je retiens, c'est que j'ai eu un cancer du sein et qu'il faut entamer le traitement pour le guérir totalement. Il m'annonce 6 à 7 mois de chimio. Je tique un peu car ça me paraît très long. En faisant la comparaison avec 2004, il me dit que c'est à peu près pareil. Il ne me semblait pas que c'était si long. Je trouve ça plus facile de se projeter sur une période plus courte. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous avec l'oncologue est pris pour lundi prochain et c'est lui qui m'expliquera le protocole exact. Ma gynécologue vient spécialement pour m'enlever mon stérilet. Le docteur lui a téléphoné en lui demandant si elle pouvait passer pour enlever le stérilet de Rachel. Cette mention de mon seul prénom me fait plaisir. Ça me donne le sentiment d'être un peu à part et je trouve ça agréable. Je pense qu'il faut que je sorte de ce positionnement un peu infantile, où j'ai besoin de me sentir unique pour être bien. En même temps, ce n'est qu'un petit reste, je m'en rends compte parce que je suis clairvoyante. L'essentiel n'est pas là. L'important c'est que les choses avancent, les unes après les autres, et que je les reçoive et les accepte. Donc, la tumeur est identifiée. Le traitement est mis au point. Les plaies cicatrisent. Le stérilet est enlevé. Le rendez-vous avec l'oncologue est pris. Bref, tout s'est bien passé.
Je rentre chez moi en voiture. J'ai le sentiment d'exister, de sentir la vie en moi et autour de moi, et c'est chouette. Mercredi 26 novembre 2008. Un mercredi comme un autre. Les enfants ont leurs activités, mon père est présent et s'en occupe, il bricole aussi, Victor vient jouer avec Robin. Tout semble normal et pourtant ne l'est pas. Mon oncle Martial passe me voir. Il a appris que quelque chose n'allait pas mais il n'avait pas tout compris. Mon père passe son angoisse en me disant n'importe quoi. Je me sens assailli par ses reproches, de ce que je n'ai pas fait ou aurais dû faire. Il trouve que je ne me prends pas assez en main, que je fais aveuglément confiance aux médecins, que si je suis malade c'est que je ne vais pas bien. Bref, que j'aurais dû faire différemment et mieux dans ma vie entière et que je n'en serais pas là. Je crois rêver. Je suis à la fois estomaqué, outré, énervé et déçu aussi de voir à quel point mon père ne me connaît pas. Je mesure l'abîme qui nous sépare. Je l'adore, mais je me sens loin de lui. Je crois que ce deuxième cancer va être une épreuve de grandissement, d'autonomisation totale. Je me sentais déjà bien et très éclairé avant, mais je crois que quelque chose d'encore plus grand m'attend. Pour en rajouter encore un peu, Marianne a parlé de déni. Comme si ma manière de prendre les choses était une façon de nier le cancer. Le fait que je vois du positif dans le négatif, ce cancer est moins grave que le premier, moi je trouve ça plutôt bien, voulait dire que je minimisais la chose et que ce qui m'arrivait n'était pas grave. Ce n'est pas du tout ça. C'est grave, mais ce qui le serait encore plus serait que je ne fasse rien. Que je me désespère en attendant ma mort prochaine. Eh bien, il n'en est pas question. C'est en mon nom que je revendique le droit à la vie. Je ne mourrai pas maintenant, puisque malgré un deuxième cancer, la vie m'offre la possibilité de continuer. Je n'ai pas à m'accrocher ou à lutter comme tout le monde me le dit, j'ai juste à vivre dans le sens plein du terme, je vis tout simplement. Et plus que tout, l'écriture me semble évidente. Ce journal au jour le jour tout d'abord, et un livre qui me permette de mettre ma vie en mots. Je vais ressortir de cette épreuve plus forte et plus humaine, et je veux raconter mon expérience car il est temps que j'arrête de me cacher derrière mes peurs. Il est temps aussi que je me reconnaisse une valeur suffisante pour m'autoriser à écrire et à parler de moi-même. Jeudi 27 novembre 2008. La journée s'écoule tranquillement. Je trouve qu'elle passe vite et je ne m'ennuie pas. En fait, j'ai hâte d'être à lundi pour connaître mon traitement. Je commence à être fatigué de ne rien faire. C'est impressionnant la facilité du rien. Ces journées qui passent sans que l'on fasse grand-chose. En même temps, téléphone, courrier, compte, poste, télévision, légumes frais, pharmacie, recyclage, enfants, Mélissa et écriture. Mis bout à bout, ça fait quand même pas mal. Plus un inconnu qui m'a déposé 2 fruits et un pot de confiture devant la porte. Ça n'arrive que quand je suis malade. N'empêche que je ne sais pas du tout qui c'est. Vendredi 28 novembre 2008. Tout va bien, mais j'ai regardé les 3 épisodes de NCIS, et je suis endormie. Ce que je veux, c'est mon lit. À demain. Samedi 29 novembre 2008. Denis et Thibaut sont venus me voir. J'ai passé une très bonne après-midi, et j'ai un magnifique bouquet de fleurs. Ils m'ont trouvée en pleine forme. J'ai encore un peu mal au ventre, mais je peux rester assise plusieurs heures, donc je trouve que ça va mieux. Ils ont dit, on ne dirait vraiment pas que tu es malade. Tout est là. Les choses de la vie dépendent beaucoup de la représentation que l'on s'en fait. Ce qui serait mauvais pour moi, ce serait de donner l'impression que je ne suis pas malade parce que je refuse de l'accepter. Et ce n'est pas du tout le cas. Je repensais à ce que Marianne avait dit, et ce n'est pas du tout de déni dont il s'agit. Je ne pense absolument pas que je ne suis pas malade. J'ai un cancer, c'est sûr et c'est vrai, mais je ne suis pas que cela. Je suis tellement autre chose aussi que ça me remplit la vie, et que je me sens particulièrement heureuse et tranquille. Je profite de tous les instants que je vis, c'est l'instant présent dont parle Jean au yoga. J'espère pouvoir aller au restaurant avec eux en fin d'année, si ce n'est pas possible tant pis, mais si je peux le faire tant mieux. Robin est parti dormir chez Victor avec Grégoire. C'est très chouette pour lui. Il grandit. Alix est pénible. Je ne sais pas s'il va mal ou s'il affirme son caractère, mais il en a et il l'exprime. Je vais regarder un documentaire sur l'homme de Flores,
une autre espèce d'homme qui vient d'être découverte. Je trouve ce sujet passionnant. Les débuts de l'homme, l'apparition et la disparition des espèces. Et nous aujourd'hui, si petits et en même temps si puissants. Dimanche 30 novembre 2008. C'était un dimanche comme un autre, tranquille en famille et au chaud. Je m'échauffe un peu pour les mêmes raisons que d'habitude. Les devoirs de Robin et ses chipotages, le caractère d'Alix et ses excès, la lenteur de mon ordinateur, bref, la routine. Ce soir je regarde Coup de foudre à Notting Hill, et je suis comblée. Je trouve que c'est une bulle de romantisme. Je profite de tout ce que je vis, et je vais bien. J'espère que ce sera toujours le cas, quand je commencerai les traitements. Je vois le médecin demain, et j'ai hâte. Je préfère savoir ce qui va se passer, affronter la réalité pour mieux l'accepter. Décembre. À quoi je ressemble? Le moment où tout bascule. J'en ai pris conscience dans une salle d'attente de l'hôpital. Pendant mon hospitalisation, due à l'aplasie. Je suis sur un fauteuil roulant, j'ai un pantalon et des chaussures mais je suis emmitouflée dans un drap de l'hôpital. Des perfusions sont accrochées au fauteuil, et j'ai une machine à perfusion sur les genoux. Une malade parmi tant d'autres. Tout à coup, une jeune femme arrive pour un examen. Elle est un peu anxieuse avant, et soulagée quand on lui rend ses examens. Elle sourit, elle rayonne et elle part en rajustant son écharpe et sa veste. Elle se lève et elle s'en va. Et moi je suis bloquée dans ce fauteuil, avec cet engin qui me semble peser une tonne posée sur mes genoux. J'attends que quelqu'un veuille bien me remonter dans ma chambre, et en attendant je reste seule dans une salle d'attente déserte et impersonnelle. Et je comprends. Cette fille, c'est comme si c'était moi avant l'annonce du cancer. Moi. Une jeune femme, la trentaine, petite, mince, brune. J'ai de longs cheveux lisses et fins. Jamais de maquillage, un style classique, pull près du corps, jean, bottines à talons. Long manteau et écharpe colorée. Je passe ma main dans mes cheveux pour les remettre en place. Un geste simple, habituel, derrière l'oreille puis dans le cou je lisse la longueur. Tout va bien. Je sais ce qui m'attend dans peu de temps. Plus de cheveux, un crâne chauve pour plusieurs mois, un teint terne. L'envie de ne plus se montrer, de ne plus se faire remarquer. L'envie plus que tout que la perruque fasse naturelle et que personne ne se questionne. Et si les gens savent être désignée comme la malade, celle qui, même si elle a bonne mine et est bien habillée, est malade et peut-être en sursis. Dans cette salle d'attente, j'ai eu le sentiment que la jeune femme debout était mieux que celle assise. Plus libre, plus heureuse peut-être. Et puis, je me suis souvenue de moi il y a 4 ans. Je n'avais plus que quelques cheveux sur la tête, que j'avais tenu à garder. Étonnamment, il me restait des cils, des sourcils et des poils pubiens. Tout le reste était parti. Mon corps était totalement lisse, ma peau douce comme celle d'un nouveau-né. Un pack ressortait de ma poitrine. C'est l'appareil pour la chimio, à droite au-dessus du sein comme une pièce de monnaie, et au-dessus et dans le cou les cicatrices de son installation. À gauche, sous le bras, une longue cicatrice, celle de l'ablation de la tumeur. Une malade, voilà ce que j'étais sans aucun doute, une malade en traitement. Et là, je me suis rendu compte que c'était moi, que j'étais moi. Je n'étais en rien diminuée, j'étais différente tout simplement. Et cette certitude, plus forte que tout, d'être toujours moi. Même sans fermer les yeux, en me regardant bien en face dans une glace de plein pied, debout, nue dans ma chambre, j'étais persuadée, non seulement que j'étais toujours moi, mais aussi et surtout persuadée de ma valeur. Ce qui pouvait passer pour une diminution, ne m'en semblait pas une. Je me sentais aussi merveilleuse que j'avais pu l'être avant d'être malade, parce que l'intérieur de moi-même ne changeait pas. Ce que j'étais à l'intérieur, ne se limitait pas à une apparence. Bien sûr, l'absence de cheveux n'est que temporaire, ce n'est qu'une adaptation transitoire, mais les cicatrices qui marquent le corps y restent fixées. Et j'ai perçu ce qui ne se voit pas. Ce que nous sommes vraiment est intérieur. Notre enveloppe corporelle est ce que nous offrons à voir au monde, mais nous n'en sommes pas toujours responsables. Oui, parfois on est laid et on fait peine à voir. Un crâne d'homme chauve peut être sexy, certains sont beaucoup mieux sans cheveux, une femme jamais. Et moi, je suis beaucoup plus jolie avec des cheveux que sans, c'est une certitude, mais c'est quand même moi. J'ai senti en moi à 31 ans, la certitude de savoir qui j'étais, quel que soit mon aspect, malade ou pas,
une conscience de ce que j'étais et de ma valeur. Évidemment, j'aurais pu m'en rendre compte sans avoir de cancer. Lundi 1er décembre 2008. J'ai vu l'oncologue aujourd'hui. Il m'a expliqué la suite du traitement et le type de cancer dont il s'agissait. C'est encore un cancer de grade 3, le plus virulent, ce qui explique la chimio, ça je l'ai bien compris. Sinon, il a redit ce que le chirurgien m'avait déjà expliqué. Avec des précisions sur la durée et l'organisation du traitement. 3 cures d'un produit toutes les 3 semaines, puis 9 cures pendant 9 semaines. J'ai posé plein de questions auxquelles il a répondu, et j'en ai oublié plein d'autres. Je dois attendre un appel de l'hôpital pour savoir à quel moment je commence. Il m'a posé des questions pour savoir comment j'allais. De quoi j'ai peur ? Eh bien en fait de pas grand-chose. Par rapport au cancer, je n'ai pas le sentiment d'avoir peur. Par rapport au traitement peut-être ? Et encore, ce n'est pas de la peur. J'ai trouvé une comparaison quand je roulais en voiture. S'il pleut et que tu n'as pas envie d'être mouillé, tu prends un parapluie. Ce n'est pas que l'on a peur de la pluie, c'est que l'on ne veut pas être mouillé, c'est tout. Pour le traitement, c'est pareil. Si je peux trouver des solutions pour le supporter au mieux, je préfère. Je sens que je suis en train de passer un cap, de grandir et de terminer quelque chose. Quelque chose qui me bloquait encore est en train de sortir. Ce que je trouve phénoménal, c'est qu'encore une fois, ma vie est en jeu. Ce que je dois sortir est très fort, tout comme la puissance destructrice du cancer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.